Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette vidéoconférence de synthèse de la concertation sur le PLU, le plan local d'urbanisme troisième génération. J'ai le plaisir donc de faire l'ouverture de cette réunion et elle sera complétée par un certain nombre de présentations techniques. À l'issue de ces présentations, vous aurez bien sûr la parole pour poser des questions et avoir les réponses si on est capable de vous répondre, hein, parce qu'on n'a pas forcément réponse encore à tout, parce que nous sommes encore en train de discuter et de réfléchir sur cette évolution du PLU, du plan local d'urbanisme métropolitain. Alors d'abord, quels sont les objectifs de la réunion? D'abord, vous informer, vous informer à nouveau, ou vous rappeler les démarches de révision générale du PLU. C'est une démarche qui est assez lourde, qui est longue, euh, mais qui est extrêmement importante d'être respectée, puisqu'elle est codifiée dans un certain nombre de codes qui nous gèrent. Euh, Ensuite, de partager bien sûr les conclusions des ateliers thématiques. Il y a eu 4 ateliers thématiques qui ont eu lieu pendant l'année 2022. L'eau et la protection aux ressources en eau, la première réunion qu'il y a eu, notamment qui concernait notamment toutes les villes en gardiennes de l'eau. L'habitat et la mobilité, qui a également eu lieu. La mémoire, celle-là a été à Lambersart, je pense, je me souviens bien. L'eau était dans les gardiennes de l'eau, je ne sais plus quelle ville. Le développement économique et le commerce, qui était dans un autre secteur de la métropole, et les enjeux du climat, air, énergie, qui étaient à Croix, si je me souviens bien. Et puis le troisième objectif, c'est bien sûr de compléter les contributions issues de ces ateliers grâce à votre participation. Donc si vous avez des contributions à nous faire, n'hésitez pas, elles seront bien sûr prises dans le cadre de cette concertation qui est un élément fondateur de cette révision. Quelles sont les grandes étapes de la procédure de révision du PLU? Je vous rappelle le calendrier, la procédure de révision du PLU. Vous savez que dans ces modifications, ou dans cette transformation du PLU, il y a deux grandes procédures. La première, c'est une procédure de modification qui est plus courte, qui a moins d'ambition. Et puis la deuxième, c'est la procédure de révision, celle qu'on est en train de faire, qui est une procédure plus lourde, plus longue, mais qui a également plus d'impact sur le PLU. Et donc on a lancé cette révision le 18 décembre 2020. On avait lancé d'ailleurs en même temps une procédure de modification qui, elle, est arrivée à terme et qui est d'ailleurs mise en application depuis le début de l'année 2022. Mais cette procédure de révision est plus longue. Elle a fait objet d'un débat, un débat qu'on appelle du PADD, donc du projet d'aménagement et de développement durable. On y reviendra tout à l'heure. Dans les mois du milieu d'année 2021, dans lequel la MEL et les communes se sont prononcées sur la manière dont ils voyaient l'aménagement et le développement durable de notre métropole. Puis nous avons eu un certain nombre de discussions bilatérales avec les maires, avec les partenaires associés, et pour arriver à un arrêt du projet, c'est-à-dire en gros on vient arrêter le projet, on vient le définir définitivement, enfin, en tout cas pas définitivement, on vient stopper, je puis dire, les évolutions par une délibération que nous aurons vraisemblablement d'ici la fin de l'année 2022. Peut-être début 2023, mais en tout cas dans 6 mois environ. En 2023 commencera la consultation administrative, donc là où les partenaires, que ce soit les communes, que ce soit les partenaires habituels, l'État, la région, le département, les chambres consulaires, chambres des métiers, les chambres d'agriculture, chambres de commerce, puis un certain nombre d'autres partenaires.
je ne vais pas tous les citer, auront un avis à donner sur ce plus arrêté. Il y aura également une enquête publique qui sera donc mise euh, en enquête auprès du grand public, où un certain nombre de registres seront ouverts, où les habitants pourront donner leur avis par écrit, alors soit directement auprès de la mail par le biais numérique, soit par le biais de registres qui seront installés, je ne sais pas où encore, vraisemblablement dans les communes et à la mail, et pour approuver le PLU en fin 2023. Si tout va bien, parce que bien évidemment, il peut toujours y avoir un accro qui décale un peu cette approbation, et pour être mis en vigueur, donc on est entré en vigueur en 2024, vraisemblablement durant le premier semestre. Il y a quelques procédures d'affichage et de communication auprès des habitants à faire avant qu'ils soient en vigueur. Donc, dans ce cadre de cette prévision, il y a un certain nombre de concertations à faire, c'est ce que nous faisons actuellement, et vous pouvez nous donner vos avis sur l'ensemble de ce document qui s'épaissit de jour en jour avec les demandes des communes, avec les demandes des partenaires, avec les réflexions, la transcription des politiques publiques que nous défendons auprès de la MEL, le plan de mobilité, le plan local de l'habitat, le SDIT, le schéma des infrastructures de transport, les schémas de développement économique, et puis d'autres réflexions, de délibérations qui peuvent également influer sur le PLU. Tout ça, ça donne un PLU qui est vivant, qui s'enrichit de jour en jour et sur lequel nous vous demandons de pouvoir donner votre avis, vos contributions, de façon à ce qu'on puisse éventuellement les prendre en compte dans le cadre de cette révision. Pour ça, vous avez un certain nombre de moyens. Vous avez le site internet de la MEL, celui qui est souvent le plus utilisé d'ailleurs. Vous avez l'adresse, pluslillemétropole.fr, auquel vous pouvez mettre vos contributions. Vous avez également des expositions pédagogiques qui ont été mis en présentation lors des réunions thématiques, mais vous les avez également, je pense, à la MEL. Et après, elles sont itinérantes, elles sont sur Internet aussi, oui. Et puis elles sont itinérantes parfois sur des sujets précis. Alors, il y a eu des réunions de concertation aussi non thématiques dans lesquelles on a présenté cette exposition. Et puis après, il y a bien sûr tous les médias, bien sûr les revues et les journaux de la MEL, mais également les réseaux sociaux et pourquoi pas la presse locale ou régionale. Alors, comment vous pouvez participer? Vous exprimez sur le registre numérique et vous indiquez. Si jamais vous n'êtes pas sur Internet, vous envoyez un courrier tout bêtement à adresser à Monsieur le Président de la MEL, avec l'adresse de la MEL qui est rue du Président Rouler à Lille, ou bien sûr en participant aux réunions publiques. Mais là, les réunions publiques sont maintenant terminées puisque nous sommes à la réunion de clôture. Alors pourquoi a-t-on révisé le PLU métropolitain? Un petit rappel, si vous n'avez pas pu participer aux réunions précédentes, d'abord pour vous rappeler que le PLU est un projet partagé, c'est un projet de territoire. Il est partagé parce que, bien évidemment, tout le monde vient donner son avis, tout le monde vient donner sa contribution et la MEL, dans sa délibération définitive, d'abord par son arrêt puis son approbation, vient valider un projet partagé avec un certain nombre d'avis également favorables ou défavorables des partenaires. Et donc, la MEL vient se positionner sur le projet global. Et c'est un document qui est un document d'urbanisme de référence pour les autorisations d'urbanisme, en gros pour le droit à construire. Et donc, c'est un élément extrêmement important pour les maires qui vont accorder les permis de construire ultérieurement, puisque les permis de construire devront être conformes aux dispositions du PLU. Ce PLU se comporte de plusieurs documents. D'abord, un rapport de présentation. En gros, l'état des lieux du territoire. Comment est le territoire et quelles sont, en gros, les grandes orientations qu'il faudrait prendre pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins locaux. Un projet d'aménagement et de développement durable. Donc, comment voit-on le développement de la métropole lilloise? Sur quel axe de développement? Comment on voit la mobilité? Comment on voit le développement économique? Comment on voit l'habitat? Comment on voit l'agriculture, la nature,
comment on prend en compte un certain nombre de sujets qui peuvent découler de l'évolution sociétale. Par exemple, le Covid nous a ouvert un peu les yeux sur un certain nombre de sujets, d'espaces de respiration obligatoire, sur le télétravail, sur la manière d'acheter. Le commerce de proximité est revenu un peu en force. Et puis, il y a également la vente à distance qui s'est développée fortement. Donc, tout ça, évidemment, ça a un impact sur la vie de tous les jours et donc ça a un impact sur l'urbanisme de notre métropole. Et puis, il y a également à l'intérieur de ce PLU un zonage et un règlement. C'est ce qui donne les règles de constructibilité à la parcelle. Donc, comment vous pouvez construire, étendre, éventuellement construire une véranda, construire une maison, construire un immeuble ou faire un lotissement éventuellement à un certain endroit. Ça également, ça recense là où on peut faire l'économique, là où on peut faire de l'habitat, là où c'est protégé, c'est sauvegardé, les secteurs sont sauvegardés en agriculture ou en espace naturel, les zones naturelles. Donc tout ça, c'est bien sûr indiqué dans ce zonage, avec le règlement à côté qui vient fixer les règles du jeu. Et puis enfin, un dernier point, c'est un certain nombre d'orientations d'aménagement et de programmation, c'est-à-dire que sur un territoire, lorsqu'il y a un projet, eh bien, il y a des orientations d'aménagement et de programmation qui sont là pour informer les riverains, pour informer les tiers, les prospects de ce qui est envisagé d'être fait sur ce territoire, sur cette parcelle, sur cet espace qui va être aménagé. Deuxième raison pour laquelle on... Alors, d'abord, première raison, parce que là, avant, c'était qu'est-ce que t'es un plus, maintenant, pourquoi faisons-nous une révision? D'abord parce que la MEL s'est étendue de 2 fois dans le courant du mandat précédent, en intégrant 2 communautés de communes qui étaient en bordure de son territoire initial, et est passée de 85 à 95 communes, puisque 10 communes se sont intégrés à la métropole lilloise lors de son passage à la métropole européenne de Lille. Et donc, nous avions sur notre territoire de métropole européenne de Lille 11 PLU, puisque les 10 communes qui ont intégré le périmètre de la MEL avaient chacune leur PLU à l'époque. Et donc, aujourd'hui, 11 PLU gèrent l'ensemble des communes de la métropole lilloise. Et donc, la loi nous impose d'ailleurs, lorsqu'il y a une révision, d'harmoniser et d'avoir qu'un seul PLU sur l'ensemble des 95 communes. C'est la première raison pour laquelle il y a une révision. La deuxième raison, c'est qu'il y a un certain nombre de politiques métropolitaines qui évoluent, qui sont réfléchies, votées, délibérées au sein de notre métropole, et avec parfois des partenaires extérieurs d'ailleurs, et ces politiques publiques doivent être transposées dans le PLU pour avoir un document qui soit cohérent avec l'ensemble des politiques publiques sur lesquelles nous avons réfléchi. Ces politiques publiques sont les suivantes. D'abord, vous avez des nouvelles politiques métropolitaines. Le PLH, qui va être voté au prochain Conseil métropolitain, c'est le plan local de l'habitat, le PLH 3, qui va donner les grandes orientations d'habitat sur la métropole durant les 6 prochaines années. Donc ça, c'est bien sûr un document fondateur pour prévoir l'habitat de demain et répondre aux besoins de notre population. Et donc, bien évidemment, il faut traduire ça, parce que ça a un impact sur le PLU. Le deuxième, c'est le plan de mobilité. En mobilité, qui a succédé au plan, je ne sais plus comment il s'appelait avant, le plan... Le PDU, le plan de déplacement urbain, voilà. Maintenant, ça s'appelle le plan de mobilité. La loi a changé, elle a modifié cette politique, et donc la métropole va également l'adopter. Je pense que c'est au prochain conseil aussi, non? Oui, c'est ça, hein, le prochain conseil aussi. Va l'arrêter au prochain conseil. Et donc, là aussi, il faudra traduire ce plan de mobilité dans le PLU. Et bien sûr, s'assurer de cette coordination avec l'ensemble des politiques. Et ça, c'est le PLU qui va s'en assurer. Deuxième orientation, c'est bien sûr la préservation des ressources en eau. C'est inutile de vous rappeler qu'on a des problèmes d'eau dans toute la France, hein, partout d'ailleurs, dans le monde entier, je pense, et que la sécheresse est de plus en plus importante, même si parfois dans le nord, il pleut malheureusement pas assez pour charger nos nappes. Et donc, si on veut préserver notre ressource, il faut bien évidemment, protéger les espaces qui rechargent les nappes phréatiques, et c'est notamment
tout le projet qui se trouve au sud-ouest, ouest et sud-ouest de l'île, qu'on appelle les gardiennes de l'eau, 26 communes, 29 communes exactement, même maintenant, sont des communes qui ont des territoires qui rechargent la nappe phréatique, les nappes phréatiques, puisqu'il y en a plusieurs, et donc, bien évidemment, il faut les protéger ces espaces, et s'assurer quand même du développement territorial de ces communes, tout en préservant la possibilité de recharge de ce territoire. Le deuxième, c'est bien évidemment le plan climat air énergie qui a déjà été adopté. Celui-là a été adopté en février l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus. Enfin, il a été adopté déjà, en tout cas, il y a un an, oui, il y a un an. Donc c'était l'année dernière. Il faut bien sûr mettre en œuvre un certain nombre de dispositions qui sont dans ce plan climat air énergie. Un certain nombre ont déjà été adoptés dans le cadre de la modification dont je vous parlais tout à l'heure et qui a été déjà mise en œuvre depuis le début de l'année, mais il y a un certain nombre d'autres dispositions qui devaient attendre la révision pour être mises en œuvre, et donc c'est vrai que le cas de cela, notamment sur la transition énergétique, et notamment sur un certain nombre d'éléments qui concernent les isolations thermiques, notamment des bâtiments. Troisième grand objectif, c'est essentiellement tirer de la crise sanitaire et économique. Bon, je vous le disais tout à l'heure, le Covid a dévoilé qu'un certain nombre d'urbanismes aujourd'hui n'étaient pas forcément adaptés à ces crises sanitaires. Au confinement, les gens étaient enfermés chez eux, il n'y avait pas d'espace de respiration, les logements n'étaient pas forcément adaptés, le commerce n'était pas forcément adapté non plus. Le télétravail fait que les gens restent plus facilement chez eux, et donc il y a peut-être également à regarder les espaces intérieurs des logements. Enfin, tout ça, ce sont des sujets qui sont actuellement en cours d'étude, et donc il faut bien sûr les prendre en compte. Et puis il y a enfin dernier point, enfin, deux derniers points. Un point qui peut paraître anecdotique, mais qui est quand même relativement important, c'est les nouveaux projets d'aménagement des communes. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y avait des élections municipales régulièrement et que parfois les équipes municipales bougeaient, changeaient. Et donc les nouvelles équipes municipales avaient des projets qui évoluaient ou quelquefois remettaient complètement en cause ce que voulait faire le prédécesseur. Bien évidemment, la révision du PLU permet également de revoir les projets des communes et donc de réaménager ou revoir l'aménagement du PLU de chaque commune. Et enfin, dernier point, la politique d'urbanisme commercial et l'accompagnement de l'évolution économique, qui touche un peu à tout, parce qu'en fait, la crise économique a démontré qu'on devait travailler autrement, qu'on devait commercer autrement. Il y a un certain nombre de textes législatifs qui modifient un peu l'urbanisme commercial, et donc tout ça, ça vient bien sûr impacter notre PLU. Et bien, l'ensemble de ces évolutions, de ces politiques, doivent être prises en compte dans ce PLU. Et voilà pourquoi nous avons engagé cette révision. En plus de tout ça, eh bien, il y a un contexte législatif qui évolue, je viens de vous le dire pour l'urbanisme commercial, mais c'est aussi vrai, bien évidemment, pour tout ce qui est au niveau, tout ce qui concerne l'environnement. Et un certain nombre de lois sont venues sur les 10 dernières années modifier l'environnement juridique de l'urbanisme. Des lois qui ont... alors, si je prends dans l'ordre, je pense que c'était d'abord la loi sur la biodiversité, je pense, le Grenelle de l'environnement, oui, bien sûr, qui a d'abord fixé, puis après il y a eu la loi sur la biodiversité qui est arrivée, puis après la loi climat résilience, qui est la dernière loi qui vient d'être votée, qui ont eu trois impacts importants. D'abord, sur la sauvegarde des espaces naturels et de la biodiversité, c'est la loi biodiversité principalement qui l'a fait. Hein, comment on fait pour s'assurer de la préservation de la biodiversité, éviter la disparition ou la disparition de certaines espèces. La deuxième, c'est la lutte contre l'également urbain. Alors, celle-là, la loi sur la biodiversité l'avait déjà entamée, la loi climat et résilience l'a renforcée, dans la réduction de la consommation foncière, avec une trajectoire, vous avez dû entendre parler du ZAD, du zéro artificialisation nette, à 2050, c'est-à-dire qu'une trajectoire de réduction de l'étalement urbain. Donc là aussi, la révision du PLU doit prendre ça en compte, regarder comment on fait pour un petit peu à la fois réduire l'étalement urbain, reconstruire la ville sur la ville et éviter de prendre des terres agricoles. Et puis l'évolution des impacts environnementaux
sur l'ensemble des choix qui ont été faits, notamment avec la création de l'autorité environnementale, et donc le fait de faire des études d'impact à chaque fois qu'on fait quelque chose pour s'assurer, bien sûr, de la préservation maximum de notre planète. Voilà du contexte législatif que le PLU, la révision de PLU prend en compte, bien évidemment, et pour lequel nous avons effectivement des allers-retours avec les services de l'État, nous aurons avec l'autorité environnementale et bien sûr un certain nombre de partenaires agricoles notamment qui bien évidemment sont concernés par ces sujets. Voilà. Voilà en tout cas moi ce que je voulais vous dire au départ, et maintenant on va être sur un peu plus précis ou un peu plus technique sur un certain nombre de sujets qui apporteront sûrement des éclaircissements complémentaires sur la révision du PLU, mais également qui peut-être soulèvera quelques questions. Et je laisse tout de suite la parole à Alice pour les présenter. Oui, bonjour à tous. Donc en effet, après les grands objectifs de la révision que vient de présenter M. Vercamer, là maintenant l'idée c'est de pouvoir entrer plus en profondeur sur les grands enjeux et les défis de cette révision, qui ont aussi été les éléments de cadrage qui ont été donnés lors des différents ateliers thématiques et qui ont été le cadre dans lequel les participants ont pu formuler les contributions qui vous seront présentées par la suite. Alors, dans ces grands enjeux et défis de la révision, l'idée là aujourd'hui n'est pas d'être exhaustif puisqu'il y en a beaucoup, c'est de pouvoir zoomer sur les principaux. Un élément important à rappeler, M. Vercamer a déjà insisté dessus en rappelant ce qu'était un PLU, c'est de se dire que le PLU et les contributions et les recherches de solutions sur lesquelles on est bien sur une recherche d'équilibre et de cohérence entre des thématiques qui parfois peuvent paraître contraires et venir s'opposer. Il faut bien dans les recherches et dans les recherches de solutions, dans ce qui est écrit à la fin dans le PLU, rechercher à la fois un équilibre entre la préservation des espaces agricoles, mais aussi par exemple la réponse aux besoins de logement. Pouvoir trouver un équilibre aussi entre la préservation du cadre de vie et de rechercher aussi une réponse au développement, aux besoins en développement économique. C'est vraiment cet exercice d'équilibriste sur lequel il nous semblait vraiment là, intéressant d'insister avant de passer sur chaque sujet thématique, c'est de se dire que tout est imbriqué et que véritablement, quand on est sur la recherche d'une solution, on ne peut pas penser en silo, réponse sur une thématique et avantages et inconvénients sur un sujet. Il faut bien penser un tout et un système. C'est sur ce sujet-là qu'il nous semblait important de revenir là en préalable. Ensuite, si on passe sur les sujets, alors c'est pour venir réappuyer sur des éléments que M. Vercamer a abordés via les objectifs de la révision. Parmi les défis de la révision, on a les sujets climat et mobilité qui sont vraiment des enjeux centraux et transversaux pour cette révision du PLU. Des sujets climatiques, alors ici, encore une fois, sans être exhaustif, mais pour se rappeler quelques éléments de constat et de cadrage, qui, encore une fois, nous amènent à réfléchir sur le développement de la métropole et sur ce qu'on propose dans cette révision de PLU. C'est déjà sur les enjeux climatiques, on s'inscrit dans un cadre d'évolution climatique, ce qu'il est, avec déjà des grandes orientations qui nous sont données par le plan climat. Pour se rappeler ici deux grandes orientations du plan climat, c'est que le plan climat qui a été voté donc récemment nous amène à aller vers une réduction de 32% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et de viser une neutralité carbone pour 2050. Ce qui nous amène donc à bien réfléchir un nouveau modèle de développement pour le futur. Alors, on a un souci de présentation et d'affichage ici. Je ne sais pas si vous, de votre côté, si vous pouvez nous dire dans le chat si... Là, ça marche. Chez nous, ça marche. Ça marche. Bon. Si c'est que nous, tant mieux si vous continuez à avoir. Donc, cette recherche de réduction des gaz à effet de serre, nécessairement, elle nous interroge sur la manière de construire la ville. Ensuite, on a aussi la question du développement des énergies renouvelables. Ici, de la même manière, le plan climat nous amène à aller vers l'objectif de réduire les consommations d'énergie de 39% et de multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable. Là, clairement, ici encore, pour le PLU, ça pose la question, comment on favorise ce développement de production de l'ENR, à quel endroit, avec quel type d'énergie, et comment on libère les possibilités sur le territoire. En lien avec ces enjeux plan climat et cette question de réduction des gaz à effet de serre, il y a la question de la mobilité qui forcément est fortement liée
avec du coup, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la question de la réduction de l'usage de la voiture et par contre de la promotion de l'usage des transports en commun, du vélo et de la marche. Et ici, vous avez à droite, sur la diapositive, les parts modales, donc l'évolution des modes de transport par habitant. Sur le graphique de gauche, sur ce qui était constaté en 2016, avec une part prépondérante de la voiture à 57% des déplacements. Et à droite, la projection avec le plan de mobilité qu'évoquait M. Vercamer tout à l'heure, où on est vraiment sur une projection de se dire il faut tendre vers cette réduction d'utilisation de la voiture pour aller donc, sur une réduction à 40% de la voiture et pour laisser plus de place à la marche qui pourrait être confortée et progresser, mais aussi au transport en commun et au vélo, en lien donc, avec les politiques métropolitaines sur les déplacements. Donc c'est véritablement aussi là, un sujet de choc des mobilités qui nous amène à nous poser la question de comment on conçoit la ville et comment on permet la réalisation de tout cela. Un autre défi important sur lequel il semblait important là, de revenir, qui semblait important de revenir aujourd'hui, c'est la question de la ressource en eau, qui véritablement est un élément très prégnant dans la stratégie d'aménagement de la MEL. On le voit avec les éléments qui sont ici à gauche sur la diapositive, on a une véritable question sur la quantité d'eau, puisqu'on a une progression constante de consommation d'eau sur les dernières années qui pose vraiment la question de est-ce que la ressource, enfin, on a la réponse, hein, la ressource n'est pas infinie et il faut bien se poser la question de mieux préserver, de mieux préserver cette ressource en eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Et c'est pour ça qu'on a des impératifs tant de protéger cette ressource en eau sur les champs captants au sud de la métropole, que vous revoyez ici sur le plan, donc qui concerne, comme M. Vercamer l'a dit tout à l'heure, 26 communes au sud de la métropole et 3 autres communes qui sont ici juste à côté sur une autre aire d'alimentation de captage. Et aussi, de manière globale, qui pose la question de bien prendre en compte le cycle naturel de l'eau dans les aménagements. Ensuite, un autre enjeu, un autre défi sur lequel il est important de bien insister, c'est toute la question de la consommation des terres agricoles et naturelles et la préservation de ces terres agricoles et naturelles. C'est un enjeu, on a rappelé au début, hein, qui est prégnant dans les différentes lois, qui est encore conforté par la loi climat, qui met bien en avant le fait de réduire et d'être le plus sobre en termes de consommation de terres agricoles et naturelles, et de tendre vers une artificialisation nette à 2050. Et là encore, on est sur des questions de modèle de développement pour la métropole et de quel modèle de développement peut permettre d'y concourir. Et là, nécessairement, ça peut poser des questions sur comment on densifie un peu plus les opérations dans un objectif de préserver les terres agricoles, mais aussi dans un objectif de garder un cadre de vie agréable et acceptable pour les habitants. Donc, ça nous amène véritablement vers cette question. Et ce sujet aussi de la consommation et de la préservation des terres agricoles et naturelles, c'est cette question de quelle forme urbaine pour les futures opérations, mais c'est aussi la question de la préservation de notre paysage agricole et naturel métropolitain, puisque ici, vous voyez sur cette carte, est représenté donc en aplat rouge un peu plus foncé, toutes les terres agricoles et naturelles qui ont disparu ces 10 dernières années. Donc, avec au total environ 1080 hectares d'espaces agricoles et naturels qui ont disparu. Donc, c'est aussi cette question de construire et penser différemment la ville et les aménagements urbains, c'est conserver le cadre agricole et naturel qu'on peut avoir sur la métropole. Donc, avec cette question de comment, du coup, on répond aux besoins en habitat, en activité économique, en tenant compte de ce contexte. On vient justement là au sujet des besoins. Donc là, on va zoomer sur les 3 besoins, donc besoin en logement, besoin économique et besoin nature en ville, qui sont les 3 besoins centraux qui animent la question de la territorialisation du besoin pour se dire où est-ce qu'on répond, comment on répond, et quelles sont au final aussi les futures zones de développement qui seront proposées sur le plus de la MEL. Déjà sur le sujet du logement, donc est estimé un besoin en logement de l'ordre de 62 000 logements sur les 10 prochaines années. Donc on est en fait un peu sur une poursuite des objectifs qu'on a déjà dans le plus 2, qui étaient aux alentours de 6 000 logements par an. Là, on est aux alentours de 6 200 logements par an.
Ce qu'il faut bien noter sur ce besoin en logement, qui peut paraître très important et très conséquent, c'est que ces besoins en logement répondent aux trois quarts, à 75% aux besoins de la population déjà en place. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est que avant tout, donc, les trois quarts répondent aux situations de mal logement, aux situations, alors en termes techniques, on parle de desserrement des ménages, mais on a de moins en moins de personnes dans un logement parce que des divorces, parce que des ménages de plus en plus petits, parce que le vieillissement des ménages, on a de plus en plus de personnes seules. Donc il faut bien construire plus de logements pour le même nombre d'habitants. Et ça permet aussi de répondre, on est sur quand même un département, une métropole où on a une natalité assez importante. Il faut aussi construire des logements pour répondre au solde naturel et aux naissances présentes sur le territoire. Donc sur le besoin en logement, les questions qui sont au cœur de la révision et qui ont aussi été posées lors des ateliers thématiques étaient un peu autour des sujets là que vous retrouvez sur la droite. C'est la question de, derrière ces 62 000 logements, d'aller vers plus de qualitatif. Quel type d'habitat on développe sur la métropole? Pour quel type de population? Qu'est-ce qu'il faut privilégier selon vous? Où est-ce qu'il faut les développer? À proximité de quel type de services et d'équipements? Est-ce qu'il y a des critères à faire ressortir? Au-delà de ces questions de un logement près de services ou d'équipements, c'est à l'échelle de la métropole, comment on répartit cette production de logements. On a véritablement des types de secteurs différents entre la métropole très dense, l'agglomération centrale, les communes plus périurbaines. Comment répartir et avoir une production équilibrée. Et ensuite, la question de la forme urbaine des logements. Comment on optimise l'usage du foncier dédié au logement pour consommer le moins possible de terres agricoles et naturelles. Si on en vient au deuxième sujet sur les besoins, le sujet du développement économique, où là encore, on a pu quantifier les choses et préciser les choses aussi avec une étude sur la stratégie économique qui nous estime aux alentours de 40 000 emplois les besoins pour les 10 prochaines années. Là, on répond aussi en grande partie à la population en place, puisqu'on a un taux de chômage, alors même s'il est réduit, qui est encore assez élevé, et il faut produire cet emploi pour répondre aux besoins des habitants. Le foncier, le foncier qui a été estimé nécessaire pour créer ces emplois, il est estimé aux alentours de 950 hectares. Alors, qui sont 950 hectares qui pourront trouver une réponse à la fois dans la ville existante, avec des mutations, des reconversions de friches, mais aussi nécessairement qui vont nous obliger à aller regarder quelques secteurs en extension sur des espaces agricoles ou naturels. Et on estime sur le stock existant, pour aussi montrer, un travail à chaque fois a été fait de se dire qu'est-ce qu'on a encore comme potentiel existant pour faire du développement économique. On est sur un potentiel assez réduit, estimé à 140 hectares, qui vont avoir une réponse très à court terme ou à un petit moyen terme pour pouvoir permettre le développement d'emplois. Là, ici encore, les questions qui sont posées sur le côté qualitatif de ce développement d'emploi, qui ont été soumises aux participants de l'atelier thématique, c'était de se poser la question de, au-delà d'un nombre d'emplois, c'est pour quel type d'activité? Qu'est-ce qu'on favorise comme développement d'activité sur la métropole? La question est aussi de se dire, on le voit aussi avec, on a cité la crise sanitaire tout à l'heure, là aussi, récentes évolutions géopolitiques, c'est la question de la place de l'activité productive dans la ville. On sait que l'industrie et l'artisanat ont une place assez réduite dans les parts d'emploi à l'échelle, c'est pas que le cas de la MEL, c'est comment on réintroduit ça et quelles conditions pour réintégrer de l'industrie et de l'activité productive dans la ville. Et comment, c'est la troisième question, comment on gère l'interface entre des zones d'activité, des zones industrielles et des zones d'habitat. Et enfin, dernière question, alors là, qui est très spécifique sur le sujet commercial, on a une vraie question pour cette révision en cours de l'avenir des grands pôles commerciaux d'Anglo, de Fâche. C'est la question de se dire, on sent que ces pôles, on a aussi un modèle commercial qui évolue, qui se développe avec le développement du e-commerce, les grands formats qui aujourd'hui présentent certains inconvénients et certaines limites. Et quel avenir on voit pour ces grands pôles? Est-ce qu'on va ou non vers la mutation de ces sites? Enfin, le dernier sujet, le dernier grand besoin, qui est vraiment un besoin qu'on a souhaité remettre en avant. Là, encore une fois, on est sur une prise de conscience à l'issue de la crise sanitaire, alors des besoins qui existaient déjà, mais que la crise a vraiment mis en exergue. C'est les besoins de nature en ville, de se dire on a besoin de développer de la nature à plusieurs titres. Alors,
déjà pour développer la biodiversité. On a des enjeux sur le développement de la biodiversité pour les enjeux climatiques et la préservation de l'environnement. On est aussi sur un sujet de bien-être et de vivre ensemble, un aspect social de ce développement de la nature en ville. Une question très aussi liée au plan climat sur la gestion des îlots de chaleur urbains. On sait que dans les espaces qui sont très minéreux, on a très peu de nature. Avec l'élèvement des températures moyennes, on a du coup des chaleurs plus importantes dans les espaces où la nature est plus réduite et c'est un vrai enjeu de les développer. Et ensuite, on a un sujet sur la perméabilité des sols pour éviter les phénomènes d'inondation et pour pouvoir gérer les épisodes d'eau. Donc ici encore, quand on dit qu'il faut développer la nature, on a une question de qualitatif sur quel type d'espace de nature on développe. Parce que c'est, voilà, quelles sont les attentes des habitants? Est-ce que c'est plutôt une attente sur des petits espaces de nature, des grands parcs, et où les développer? Là, véritablement, ça c'est une question aussi qui a été soumise dans l'atelier thématique où le sujet était abordé. Comment on développe et quelle place on donne à la nature en ville? Et au-delà de l'aspect parc, square, c'est comment on favorise de manière globale la place du végétal dans les aménagements, dans les opérations, sur les façades, voilà, d'être là plus globalement sur le développement des éléments végétaux dans la ville. Donc voilà, ici, j'en ai terminé pour cette deuxième partie sur le rappel de ces grands défis et ce grand cadrage qui a été mis au pot, j'ai envie de dire, des participants aux ateliers thématiques pour donner lieu à leur contribution. Et je passe maintenant du coup la parole donc, à Julie Deloge de Dextracité qui nous accompagne pour la concertation dans le cadre de la révision du PLU. Merci beaucoup et bonjour à tous. On a juste, je pense, oublié de vous dire au tout début, donc j'espère que ça ne posera pas de souci, que vous êtes enregistrés pour permettre justement à ceux qui n'ont pas pu en fait être avec nous ce soir de pouvoir revisionner donc la vidéo de cette réunion sur le site de la mairie. Voilà, pour information. Alors, moi, je vais juste commencer par un petit rappel donc, de ce qui a été fait. Donc, sur l'année 2022, il y a eu en fait 4 ateliers de réunion publique. Donc, ce qu'on entend par réunion publique, c'était plutôt un format comme il y a eu en 2021, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps de présentation, un peu comme aujourd'hui finalement, un temps de présentation, puis un temps d'échange avec la salle, avec les participants qui étaient présents. Donc, il y a eu donc la réunion sur l'eau à l'Équin le 24 janvier et une réunion sur l'évaluation environnementale donc le 23 mars à la MEL, qui ont respectivement accueilli une dizaine de personnes, un peu plus. Et ensuite, on a eu donc 4 ateliers, et quand on entend atelier, c'est qu'il y avait un petit temps de présentation pour poser en fait les enjeux liés à la thématique, puis un temps de travail en sous-groupe pour pouvoir débattre avec les gens autour de propositions, de contributions qui pourraient être prises en compte justement dans la révision du PLU. Donc on a eu développement économique et commerce le 18 janvier à Saint-Gain-Web, où on a eu une quarantaine de personnes, voire 50. Habitat et mobilité le 1er février à Lambersart, où on a eu 45 personnes, pardon. Air, climat, énergie le 23 février à Croix, où on a eu 33 personnes. Et gardienne de l'eau, là finalement c'était un peu particulier parce qu'on a vu différents thèmes, mais c'était plutôt sur le territoire concerné par l'aire des champs captants dont on parlait tout à l'heure, au sud de la métropole, qui a eu lieu donc, le 9 mai à Sante et qui a accueilli 54 personnes. Ce qui fait un total dans les ateliers environ entre 160 et 170 participants. Et c'est la synthèse en fait, de ce qui a été dit que je vais vous présenter juste après. Alors là, si certains d'entre vous ont participé à l'un de ces ateliers ou l'une de ces réunions, j'espère que vous ne serez pas frustrés parce que tout l'enjeu là ce soir c'était vraiment d'être synthétique. Donc on ne présentera pas voilà, chacune des contributions qui ont été dites. Et on vous donnera l'occasion ensuite d'enrichir ces propositions voilà, dans le deuxième temps de la réunion. Et on vous propose donc une synthèse plutôt par une entrée thématique, parce que c'est comme ça aussi que ce sera présenté dans le bilan de l'ensemble de la concertation qui sera plutôt fait à l'automne. Donc sur l'habitat, comme disait Alice tout à l'heure, la question c'est aussi du qualitatif. Quel logement idéal on veut dans les jours post-Covid ou pas forcément post-Covid? Alors la notion d'avoir un extérieur est revenue en fait très fortement. Alors soit un extérieur qui est directement dépendant de la maison, donc ça peut être un balcon, une terrasse ou un jardin, ou alors le fait d'avoir, et on le verra dans le cadre de vie, en tout cas un espace vert qui est à proximité
direct de chez soi, pour voilà, respirer, avoir des espaces de respiration. Isolation phonique et thermique, ce qui fait le lien aussi avec l'idée de pouvoir réduire aussi ses consommations en énergie chez soi, et phonique pour être voilà, plus, avoir aussi un gain de confort aussi chez soi. Une grande pièce de vie avec de la luminosité et aussi un espace pour télétravailler. Donc ça veut dire aussi potentiellement un espace soit chez soi ou alors à proximité d'avoir un espace qui peut être peut-être mutualisé avec d'autres, mais où en fait le principe c'est de pouvoir travailler soit à la maison, soit en proximité directe de la maison. Il était question aussi de savoir comment on peut penser l'habitat à l'avenir. Ce qui est revenu très fortement, c'était l'idée d'avoir un habitat qui puisse être évolutif et modulable, parce qu'il faut qu'on puisse s'adapter au parcours de vie. Comme ça a été dit juste avant, les ménages parfois en fait se réduisent, soit parce qu'il y a un vieillissement, soit parfois il y a de la séparation, ou au contraire, parfois en fait il y a un agrandissement aussi des familles. Donc il y avait aussi une demande de pouvoir assouplir des règles d'extension, surtout dans l'idée où on veut limiter l'artificialisation des sols, donc d'éviter l'étalement urbain. Avec l'idée de pouvoir aussi peut-être avoir ces règles d'extension contextualisées aux communes, et je pense notamment aux communes qui sont dans l'ère des champs captants, donc gardiennes de l'eau, qui ont des contraintes un petit peu plus fortes aussi en termes d'étalement urbain. Ce qui a été aussi mis en avant, c'était de réhabiliter plutôt que construire du neuf, et notamment le fait qu'il y a beaucoup de friches sur la métropole, et pas que des friches industrielles, c'est aussi des friches en termes de logements qu'on pourrait aussi, ou de bureaux qu'on pourrait aussi réhabiliter, soit des destinations des bureaux ou des logements. De diversifier aussi l'offre d'habitat, tant en termes de typologie, c'est-à-dire qu'on puisse avoir peut-être des T1, T2 pour accueillir voilà, plutôt des personnes seules, soit parce qu'on est jeune actif, au contraire on est personnes âgées, mais aussi d'offrir des T5 parce qu'il y a aussi des familles nombreuses ou peut-être aussi des colocations qui existent sur la métropole lilloise qui est quand même fortement étudiante, enfin lilloise autour et métro. Et dans les formes d'accession aussi, d'avoir aussi une variété, c'est-à-dire à la fois du logement locatif, de la cession à la propriété, et puis en fait de la vente directe classique soumise aux règles du marché. Et là, c'est pas forcément lié au plus, mais ça a été mis aussi en débat lors des ateliers, c'était cette diversification d'offres d'habitat, c'est aussi pour répondre aux pressions du marché. Parce qu'aujourd'hui, le foncier coûte cher et que c'est pas toujours évident de pouvoir en fait se loger, que ce soit en location ou en achat. Et une autre idée aussi, c'était de pouvoir développer l'habitat participatif en tant que nouvelle forme d'habiter, dès lors qu'il y ait des projets de futurs quartiers qui concernent un certain nombre de logements. Donc au moins, voilà, le chiffre 30, au moins 30 logements avait été donné lors d'un atelier, par exemple. Ensuite, dans l'habitat, on pense aussi à la densité. Et le sujet de densité fait parfois un peu peur. Et donc l'idée, c'était de savoir en fait quelles sont aussi les conditions pour qu'on puisse construire à nouveau près de chez soi, qu'on soit déjà en ville ou qu'on soit peut-être davantage plutôt en fait en périurbain ou à la campagne. Alors, ce qui est ressorti, c'était que en vue de limiter l'artificialisation des sols et parce qu'on a un besoin de répondre au logement, il semblait intéressant de privilégier plutôt la construction de collectifs, mais en régulant en fait les hauteurs, parce que l'objectif c'est bien que ça puisse s'intégrer à l'environnement existant. Donc c'est-à-dire que d'une manière générale, il y a une règle qui est sortie des différents ateliers, c'était qu'il y ait R+4, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus 4 étages, mais ça veut dire que ça doit être aussi contextualisé, c'est-à-dire que si autour de nous, on a plutôt ce qu'on appelle des maisons ou des pavillons avec seulement un ou deux étages, qu'on ne vienne pas mettre en fait du R+4 à cet endroit-là. Donc ça doit être vraiment réfléchi et adapté. Et ce qui a été mis en avant aussi, c'est plutôt que de densifier uniquement des logements, comme on parlait du fait que le PLU, c'est tout un travail d'équilibriste entre le fait de mettre de l'activité économique, de se loger, d'aller faire ses courses, de pouvoir se déplacer, d'avoir des espaces verts, etc. C'était plutôt de se dire, quand on a l'occasion, de venir en fait multiplier les fonctions. Quand on entend fonction, c'est justement aller faire ses courses, se loger, pouvoir se déplacer, aller au parc, aller, je sais pas, faire une activité de loisir, de regrouper les fonctions en fait au même endroit plutôt que de les étaler à différents endroits en fait dans une commune ou dans la métropole.
Et une dernière idée sur l'habitat, c'était de questionner aussi les petites dents creuses qui existent, qui font peut-être moins de 80 mètres carrés, qui parfois en fait sont des délaissés sur lesquels on ne fait rien, et de s'interroger sur est-ce que c'est effectivement les garder plutôt pour des espaces en fait de nature, ou éventuellement se dire en fait que peut-être on peut bâtir à cet endroit-là pour vraiment intensifier un habitat qui respecte en fait le cadre de vie environnant. Et ça me fait le lien avec cadre de vie, qui est juste après. La même question, on avait posé aussi quel était le cadre de vie idéal pour vous. Et ça rejoignait un peu cette notion de ville du quart d'heure à pied, c'est-à-dire qu'on a tout à proximité et qu'on n'est pas obligé non plus de prendre la voiture. C'est-à-dire qu'on a des commerces à proximité. On peut avoir aussi du transport en commun. Alors, le transport en commun, ça peut être effectivement les bus, le métro, le tram, mais aussi les gares. Et puis aussi des espaces verts généreux. C'est-à-dire que d'éviter de devoir prendre la voiture en fait, pour aller justement s'aérer le week-end, par exemple. Mais un cadre de vie idéal, c'est aussi un endroit où on vient limiter les nuisances sonores. Et donc là, ça fait aussi le lien avec toutes les activités économiques quand on parle d'artisanat ou d'industrie, ou voire même éventuellement en fait, de commerce important, en travaillant en fait, l'intégration de ces activités économiques plutôt en retrait, et de travailler aussi grâce à la végétalisation des espaces publics pour essayer d'atténuer le bruit. Et cette végétalisation, je fais un lien aussi avec la part de la nature en ville, qui est mis juste un peu plus loin. L'idée en fait de boiser et de replanter dans l'espace public, et par exemple notamment le long des grands boulevards, avait pour l'idée, c'était de pouvoir aussi atténuer les effets en fait des nuisances sonores, des voitures ou des activités économiques, ou voilà tout ce qui peut se passer effectivement dans la ville, plus évidemment pour des raisons de biodiversité. Ensuite, on voit bien, comme disait Alice tout à l'heure, que la mobilité a souvent été au centre de tous les échanges, puisque du coup, le cadre de vie idéal, c'est aussi comment on se déplace. Donc c'est la part de la voiture, on le verra juste après, mais c'est aussi comment on relie l'habitat et le transport en commun dans tous les projets. Et quand on pense transport en commun, c'est notamment l'existant. Parce que l'idée, c'est de se projeter à chaque fois dans le futur, mais c'est aussi de pouvoir répondre aux besoins à court ou moyen terme des personnes qui sont présentes. Et c'est aussi du coup de ramener les activités économiques là où il y a de l'habitat pour éviter aussi des déplacements en fait, qu'on appelle pendulaires, c'est-à-dire travail-logement. Le cadre de vie idéal, c'est aussi augmenter la part des espaces verts ouverts à tous. Donc c'est voilà, des squares ou alors c'est des espaces de nature, y compris dans les secteurs à densifier. Et donc ce qui a été mis en avant, c'était plutôt l'idée d'augmenter le ratio des espaces verts vis-à-vis du nombre d'habitants existants, mais aussi à venir dans les projets. C'est aussi l'idée de planter, comme je disais, des arbres en ville, donc à la fois dans cette idée d'atténuer peut-être des nuisances sonores, mais aussi pour favoriser des corridors écologiques, mais aussi, comme disait Alice tout à l'heure, pour travailler contre cet effet d'îlot de chaleur. Donc ça peut être le long des grands boulevards, mais pas uniquement. C'est de réfléchir aussi à la répartition dans la ville, et pas que forcément dans les nouveaux potentiels parcs. Mais la nature en ville, c'est aussi d'imaginer peut-être des espaces naturels ou des endroits qui seraient fermés, plutôt pour vraiment dédier à la biodiversité en limitant le fait qu'il y ait la présence humaine à cet endroit-là. Donc ça, c'est aussi bien évidemment à imaginer dans les projets. Et on revient aussi sur la question des petits espaces délaissés où il n'y a pas beaucoup de mètres carrés, où on ne sait pas toujours quoi faire en fait, de ces espaces-là. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra se poser la question de est-ce que c'est dédié à la nature, ou est-ce que ça peut aussi permettre à ce besoin de logement qui donnerait peut-être plus de place à la nature ailleurs. Sur les questions de mobilité, qui était aussi un gros sujet, qui a été traité quasiment en fait, dans presque tous les ateliers, il y a eu l'idée aussi d'augmenter alors, la place de stationnement, parce qu'en fait la voiture aujourd'hui est encore assez prégnante. Et le stationnement était quand même un gros sujet de débat dans l'ensemble des ateliers parce que tout le monde est globalement d'accord pour se dire qu'il faut essayer de réduire la place de la voiture en ville. Ça, c'est assez acté auprès de tout le monde. Néanmoins, pour réussir à réduire la place de la voiture en ville, il faut pouvoir développer d'autres choses à côté. Et donc, c'est notamment le développement des transports en commun pour rapprocher le domicile du travail. Et donc, c'est pas, quand on pense en fait construction des logements, on les construit en fait à côté des transports en commun, mais il faut aussi
voir un peu plus loin. Et c'est l'idée, ben, est-ce que mon transport en commun, il me permet en fait d'aller soit faire mes courses ou d'aller dans un parc ou d'aller potentiellement au travail. Donc c'est d'avoir vraiment cette vision globale. En fait, c'est pas juste j'habite à côté d'un métro, c'est est-ce que le métro me permet, par exemple, de me rendre au travail. Et donc c'est pour ça que la notion le transport en commun doit aussi pouvoir desservir en fait toutes les zones qui sont souvent en périphérie et donc pas toujours très bien desservies aujourd'hui par les transports en commun, à savoir les zones commerciales, artisanales, les zones économiques ou même les zones de bureaux tertiaires qui sont plutôt aux entrées de ville. Il faut aussi pouvoir développer l'intermodalité, c'est-à-dire de s'appuyer sur les gares, le métro, le tram, le bus, le Vélib, avec notamment des parkings relais, c'est-à-dire que pour éviter en fait les bouchons à la fois sur les nationales, les autoroutes et puis aussi sur les grands boulevards ou en fait en ville, c'est voilà, favoriser les parkings relais, mieux les faire connaître, qui sont voilà, à proximité des gares, métro, tram, etc. Et donc tout cela, ça permettra aussi de peut-être petit à petit réduire en fait la place de la voiture en ville et donc de réduire la place de stationnement qui pourrait peut-être devenir autre chose par la suite. Pour aussi réduire la voiture en ville, c'est augmenter la place du vélo. Et pour augmenter la place du vélo, il faut donc mailler et assurer la continuité des pistes cyclables sécurisées sur le territoire. Et quand j'entends continuité, c'est entre les quartiers, quand on est plutôt en ville, mais c'est aussi entre les villes, et c'est aussi pouvoir en fait d'aller une ville à l'autre en fait sur un chemin sécurisé qui peut nous permettre effectivement soit d'aller faire les courses ou d'aller au travail. C'est aussi développer des box à vélo sur l'ensemble du territoire de la MEL, parce qu'on ne peut pas toujours stocker en fait son vélo chez soi. Ou alors quand on arrive dans un endroit, on n'a pas toujours des places en fait pour le stocker, et ça permettrait de répondre aussi à ce besoin d'intermodalité, c'est-à-dire voilà, je vais par exemple depuis chez moi en vélo à la gare, j'ai un endroit pour stocker mon vélo sécurisé, je peux prendre le train, ou alors je peux prendre le métro ou autre chose. Et il y a eu une idée aussi de développer une autoroute écologique cyclable, un peu une autoroute à grande vitesse cycliste qu'on pourrait voilà, prendre un peu sur le principe en fait d'une autoroute. Hors PLU, parce qu'en fait c'est pas le PLU qui va venir statuer là-dessus, c'est notamment la question en fait de se réapproprier ou de redévelopper ou de repenser tout le ferroviaire et le fluvial qui existe quand même aujourd'hui à Lille, qui est parfois aussi délaissé. Et donc soit ça veut dire je pense au ferroviaire en fait notamment pour cette question de mobilité, soit en fait repenser au train, soit en fait se poser la question à certains endroits de comment on peut aussi réutiliser les lignes de train existantes pour peut-être développer d'autres moyens de se déplacer en alternative effectivement à la voiture. Et la mobilité fait le lien avec tout ce qui touche à l'économie et au commerce, puisqu'effectivement, soit vous avez la chance d'avoir des commerces à proximité de chez vous, sinon ça veut dire que souvent, on va aller faire ses courses 1 à 2 fois dans la semaine, et donc on a besoin de la voiture pour aller effectivement faire ses courses. Et donc, en termes de commerce, ce qui est ressorti, c'est que pour répondre au manque dans tous les secteurs périurbains et ruraux de petits commerces de proximité qui sont, voilà, les centres-bourgs se sentent délaissés, voilà, des petits commerces. Il faut pouvoir, en tout cas, permettre d'implanter, en tout cas, ces petits commerces de proximité et notamment alimentaires dans une logique aussi de regroupement. Donc, par exemple, peut-être les centres-bourgs où tout pourrait se faire aussi facilement à pied. On rejoint aussi à nouveau cette idée de ville du carbone, etc. En contrepartie de ça, c'est aussi d'arrêter les zones commerciales en périphérie, parce qu'effectivement, en fait, ça se fait concurrence. Donc, c'est quelque chose à penser ensemble. Et effectivement, il y a le sujet, comme disait Alice tout à l'heure, en fait, des zones commerciales dont le modèle évolue, où on entend parfois aussi parler d'essoufflement, même si elles continuent bien évidemment d'être utilisées, hein, puisqu'elles regroupent toutes au même endroit. Mais il y a l'enjeu vraiment d'étudier la manière dont pourraient peut-être évoluer ces zones. Si aujourd'hui, il n'est pas question demain en fait d'enlever tout d'un coup les commerces en fait qui existent là, ça peut être aussi des réflexions menées sur l'emprise qui est prise par le stationnement. Donc est-ce qu'on ne peut pas réduire le stationnement ou le penser différemment pour justement apporter plus de nature dans ces zones-là qui sont aujourd'hui très très minérales, ou éventuellement développer d'autres usages, parce que parfois ces zones commerciales, il y a de l'habitation qui n'est pas très loin, et du coup ça permettrait aussi de recréer du lien entre ces zones commerciales et puis les habitations à proximité. Ensuite, dans économie et commerce, il y a aussi les bureaux et le tertiaire. Et donc, ce qui a été mis en avant, c'était de vraiment faire une étude de toutes les friches
qui existent ou les bâtiments vacants pour pouvoir aller développer l'économie d'abord sur ces bâtiments-là. C'est aussi quand il y a des nouvelles constructions de se dire qu'il faut qu'on imagine en fait des bâtiments qui sont mutables, c'est-à-dire qu'ils pourraient éventuellement servir soit à des logements, soit à des bureaux. Donc c'est une question de hauteur sous plafond qui permet de répondre aux règles en vigueur en fait aux deux. Ce qui permettrait voilà, on construit à un moment donné en fait des bureaux et que s'il y a un besoin de logement et que les bureaux sont plus utilisés, on n'a pas besoin de nouveaux logements, il y en a déjà à destination sur par exemple un centre-ville à un endroit X. C'est aussi de développer des espaces économiques mutualisés à proximité. Donc, on revient au transport en commun, dispersés sur la métropole pour éviter la concentration aujourd'hui le long des grands boulevards. Donc, ça va être le centre-ville, vers Villeneuve-d'Ascq, Roubaix, Tourcoing, etc., qui sont vraiment très congestionnés. Alors, il n'y a pas que cela, mais entre autres, très congestionnés, effectivement, pour voilà, les déplacements pour aller au travail. Ensuite, dans économie et commerce, il y avait aussi tout ce qui touchait à l'artisanat et l'industrie. Et alors, quand on pense à industrie et artisanat, on pense tout de suite effectivement aux activités qui sont bruyantes et polluantes. Bon, il n'y a pas que ça non plus, notamment aussi dans l'artisanat, il y a plein d'activités artisanales qui ne font pas forcément du bruit et qui ne polluent pas. Néanmoins, dès lors en fait, qu'il y a de l'activité qui pourrait être génératrice voilà, de nuisances sonores ou de la pollution, c'est d'éviter de les mettre à proximité des habitations et donc plutôt de les mettre en extérieur de ville. Néanmoins, d'utiliser les friches urbaines pour créer des espaces en fait, d'activités artisanales mutualisées. Et ça répond notamment aussi aux besoins de stockage qui manquent. Enfin, il y a des besoins de stockage, en fait, des manques pardon, de locaux pour les artisans, pour qu'ils puissent stocker du matériel ou même développer leur activité économique à différents endroits en fait, de la métropole. Et ça veut dire que s'ils arrivent, eux, à se répartir dans la métropole, ça évite aussi, bien évidemment, des longs trajets, potentiellement en camionnette, pour aller voilà, du sud au nord de la métropole, par exemple. Et puis, concernant les activités à accueillir, ce qui a été mis en avant, c'était bien évidemment d'accueillir des activités créatrices d'emploi pour le territoire. Et il a été cité notamment des activités autour de l'agroalimentaire. Et là-dessus, pour la logistique urbaine, c'est l'idée de tous ces déplacements de camions, de camionnettes qu'on voit en ville, on revient à cette idée d'espace de stockage, mais aussi, même si ça ne fait pas partie du plus, de questionner le ferroviaire, donc le fret, mais aussi le transport fluvial, pour voilà, essayer de désengorger aussi la ville et les axes des camions et des camionnettes. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses qui sont dites dans les ateliers. Sur le thème de air, climat, énergie, qui lui aussi était assez transversal, il a été mis en avant que dans toute nouvelle construction, il fallait vraiment réfléchir à quelque chose plutôt de bioclimatique, de haute qualité environnementale, avec des bien isolés, bien évidemment, et des matériaux biosourcés, avec possibilité, si possible, d'avoir aussi une idée de circuit court, c'est-à-dire d'avoir aussi des matériaux qui viennent de pas très loin, tant qu'à faire, pour favoriser aussi les filières locales, d'assouplir aussi les règles d'isolation par l'extérieur, parce que les problématiques d'isolation, c'est la grosse problématique des ménages, puisque en fait, ce qui nous coûte cher chaque hiver, en fait, c'est de chauffer notre logement, et parfois de isoler par l'intérieur, c'est un peu compliqué. Donc, c'était de voir dans quelle mesure on pouvait assouplir les règles par l'extérieur. Ensuite, on a abordé évidemment la question de l'énergie, à la fois donc, la consommation, donc on l'a vu juste avant, mais aussi la production. Et donc, l'idée, c'était qu'on puisse faciliter la production alors l'ENR énergie renouvelable, donc soit par du solaire, donc avec des panneaux photovoltaïques, ou alors du petit éolien, qui pourrait peut-être dans les particuliers, chez les particuliers, ou alors dans peut-être des zones d'activité économique. Donc, sur les gros éoliens qu'on a l'habitude de voir. Les panneaux photovoltaïques, c'est vraiment installé en priorité sur les zones économiques, donc commerciales, artisanales, industrielles, en privilégiant plutôt le toit pour éviter justement d'aller utiliser le sol, qui peut être utilisé pour autre chose, par exemple la nature. Et d'obliger, enfin en tout cas d'avoir des règles qui permettent de rendre possible et de faciliter dans tout nouveau projet, que ce soit un nouvel équipement qui arrive ou un nouveau quartier ou des nouveaux bureaux, l'idée en fait de pompe à chaleur et ou le raccordement en fait à des réseaux de chaleur urbains. Donc les réseaux de chaleur urbains, ça pourrait être fait à partir de
des réseaux de ce qu'on appelle des récupérations en fait, de chaleur fatale, c'est-à-dire que c'est la chaleur en fait, qu'on récupère en fait, des rejets au niveau de l'industrie qui sont du coup réinjectés dans un réseau de chaleur qui permet ensuite d'aller chauffer soit un équipement, soit un bâtiment. Je le dis simplement parce que je ne suis pas une experte du tout du sujet. Et les deux derniers sujets qui avaient été abordés lors des ateliers, c'est la préservation des espaces naturels et agricoles. Et donc là-dessus, il a été vraiment mis en avant le fait qu'il faut pour stopper l'artificialisation des sols, il faut pouvoir utiliser en fait les sites économiques déjà existants et les friches qui sont là en fait sur la MEL pour reconstruire à cet endroit-là, soit pour des besoins en logement, soit plutôt pour des besoins pardon, en économie, comme on a vu juste avant. Artisanat, stockage, artisans boulangers, commerce, etc. Mais les espaces naturels, c'est aussi de pouvoir reboiser la MEL. Donc avec des forêts urbaines, alors soit dans des espaces où il y a déjà beaucoup comment dire, d'espaces disponibles, donc là on serait plutôt peut-être sur du périurbain, mais c'est aussi d'essayer d'intégrer des forêts urbaines en ville, y compris dans les secteurs denses, qui sont peut-être un peu plus petits, mais en tout cas en tout cas de replanter la MEL. Et ensuite, sur les terres agricoles, bon, bien évidemment, tout le monde est pour les préserver et éviter en fait, que ce soit construit dessus. Mais c'est aussi pour valoriser aussi ces espaces agricoles en tant que euh, partie prenante, je dirais, en fait, du cadre paysager de notre métropole, qui est quand même très, très agricole, il faut le savoir, c'est de réinstaurer les limites en parcelles agricoles pour deux choses, notamment pour mieux gérer la gestion de l'eau et les écoulements. Et ça permet aussi une meilleure infiltration en fait, de l'eau à la parcelle et éventuellement pour aller infiltrer l'eau dans la nappe si jamais il y en a une en dessous. Mais c'est aussi pour éventuellement de développer des espaces de promenade entre les parcelles. Et donc, ça permet aussi de multiplier les espaces de promenade qu'on peut avoir sur la métropole, qui sont existants, mais peut-être qui pourraient être multipliés. Dans les espaces agricoles, c'est aussi de réfléchir aussi à l'évolution des bâtiments agricoles qui sont parfois aujourd'hui inutilisés pour leur permettre de peut-être justement répondre à ces besoins de stockage ou peut-être d'espaces de télétravail mutualisés à proximité de chez soi, enfin, en tout cas de réfléchir à d'autres manières d'utiliser les bâtiments agricoles qui aujourd'hui ne servent plus à rien. C'est aussi, je vais pas dire une friche, mais en tout cas quelque chose qui pourrait être aussi pensé pour éviter justement d'aller construire un nouveau bâtiment à côté. Et enfin, le dernier thème qui n'était pas des moindres non plus, c'est donc l'eau. Donc il y avait l'idée d'arrêter le revêtement enrobé qui est en fait imperméabilisant, donc ça peut être aussi le macadam, mais c'est aussi les pavés, c'est aussi tout ce qui concerne aussi le stationnement en allant permettre d'avoir plutôt dans les stationnements alors soit des bandes d'herbe ou alors en fait comme on retrouve de plus en plus dans les projets des pavés en fait qu'on appelle enherbés qui sont légèrement séparés et qui permettent justement l'infiltration de l'eau et ensuite effectivement des espaces de nature, de végétaliser aussi les zones économiques, comme on l'a vu tout à l'heure, et sur le territoire gardienne de l'eau, donc la zone où il y a l'aire des champs captants, qui sont quand même qui ont des règles en fait plus restrictives que sur le reste du territoire de la métropole, parce que justement, à cet endroit-là, l'idée c'est qu'il faut pouvoir recueillir l'eau au maximum pour justement renflouer la nappe, si je puis dire, c'est de mettre en place peut-être des systèmes d'irrigation pour les activités maraîchères qui, je pense que vous le savez, en ce moment, il n'y a pas assez plu et donc voilà, il manque d'eau. Il y a du vent aussi beaucoup, donc ça empêche aussi une bonne infiltration de l'eau à la parcelle, donc soit pour la nappe, mais aussi pour leur culture. Et donc, c'est de réfléchir à ce système-là, mais c'est aussi sur ces zones-là d'éviter l'implantation d'activités économiques qui seraient fortement consommatrices d'eau et aussi des entrepôts logistiques parce qu'ils sont fortement consommateurs en fait, de foncier au sol qui sont forcément ni minérales et artificialisés. Et puis, on terminera là-dessus, c'est d'installer dans les nouveaux logements, ou alors de faciliter aussi les règles là-dessus, d'installer les récupérateurs d'eau de pluie dans les logements et donc faciliter aussi les systèmes en fait, à l'interne en fait, des logements pour pouvoir justement utiliser les eaux de pluie plutôt que l'eau potable qu'on a dans nos tuyaux aujourd'hui.
Et donc, si vous avez d'autres enfin, voilà, d'autres idées ou contributions suite à cette présentation, vous avez toujours la possibilité, donc c'est la slide d'après, la possibilité alors on aura ce temps d'échange-là, hein, bien sûr, mais suite à notre réunion, vous aurez bien évidemment la possibilité toujours de contribuer sur le registre numérique dont l'adresse s'affiche là à l'écran. Jusqu'à quelle date? Jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne. La date de clôture, la lettre est annoncée, mais donc on sera sur une possibilité pour vous de contribuer sur le registre numérique jusque, a priori, le mois de septembre. Donc ce sera mis à jour sur le site internet. Tiens, on vous a fait un résumé complet du pourquoi, du comment et de la synthèse des interventions lors des ateliers. Maintenant, bien évidemment, vous avez la parole pour éventuellement intervenir, nous donner des contributions complémentaires, réagir sur ces contributions. Monsieur, alors je vois monsieur déjà Claude Guilin a levé la main, et on va lui donner la parole tout de suite. Et là, on ne vous entend pas, le micro n'a pas été mis. Non, Attendez, on va vous débloquer. Attendez. voilà, c'est bon. Ah, si, c'est fait. Bonjour Claude Guilin, donc du Conseil de développement. J'ai pas lu dans le cadre de vie tout ce qui était pollution lumineuse. Alors je ne sais pas si c'est d'actualité, mais en tout cas que ce soit économiquement, hein, donc je veux dire ça consomme, que ce soit nous dans l'éclairage de la ville ou que ce soit dans le cadre des enseignes qui restent peut-être allumées et qui gênent peut-être un peu la biodiversité. Hein. Donc je crois qu'il y avait aussi des études qui avaient été faites sur nos malheureuses petites chauves-souris qui étaient un peu perdues avec les enseignes lumineuses. Voilà, c'était une intervention, je veux dire, pour remplir un petit peu le sujet. Alors ça, c'est dans le règlement de publicité qui a été adopté et qui a d'ailleurs s'appuie sur la loi, je ne sais plus laquelle, qui interdit l'éclairage public à partir de 23 heures. C'est ça, jusqu'à 5 heures du matin, je crois. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est déjà la loi. Hein, donc, c'est pas la peine de le mettre dans les règlements PLU, puisque la loi, c'est d'ordre public et ça s'applique forcément. Par contre, effectivement, on peut peut-être regarder comment on peut mettre monsieur Tergio. Bah, encore une fois, ce sont des dispositions ou bien une préoccupation qui traditionnellement échappe au PLU. Donc, même si on peut retrouver cette préoccupation dans d'autres éléments, mais on a d'autres réglementations qui permettent d'encadrer un peu plus ce que vous évoquez, monsieur. Et pour compléter, oui, le sujet par contre a été abordé notamment sur cette question en fait, de tram noire. Et quand on parle, enfin, pour voir aussi différents projets urbains qui sont en train de se construire à différents endroits de la métropole, la notion en fait, de ce qu'on appelle la trame noire et donc la trame lumineuse est souvent posée effectivement pour permettre d'éviter d'embêter, on va dire, la faune et la flore qui est à proximité et ou des habitations ou éventuellement des activités économiques. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Alors, il y a monsieur Swingodo. Allez-y. Monsieur Swingodo ou madame, je ne sais pas. Il faut débloquer son micro. Voilà. Moi, je me souviens qu'il y a 30 ans, Bruno Bonduel disait que l'attractivité de l'île, c'était d'avoir des maisons de cadres et cadres sup, pas chères, très grandes et sur des très grands terrains. C'était l'attractivité de l'île. Aujourd'hui, vous êtes en train d'effectuer une raréfaction foncière qui fait que le prix de l'immobilier ne cesse d'augmenter, et notamment sur les maisons individuelles. Voilà, moi je trouve consternant le fait de ne pas continuer à toucher quelques terres agricoles, je ne dis pas la totalité, mais pas de continuer, parce que c'était un argument pour la ville, la métropole lilloise, d'avoir des maisons de cadre, pas très chères. Et ces temps-ci, la métropole rattrape ses prix par rapport à Nantes, Toulouse ou Bordeaux, et je pense que nous perdons en attractivité. Et je pense que l'économique est quand même quelque chose d'important. Très bien, alors j'entends votre remarque. Malheureusement, elle ne va pas dans le sens de l'histoire. La loi
climat et résilience fixe une trajectoire d'étalement urbain faible, voire réduite, puisque je pense que vous le savez, la loi indique qu'à l'horizon 2050, nous devrons avoir ce qu'on appelle un zéro artificialisation nette. En gros, si on veut artificialiser les terres agricoles, il faut en rendre d'autres constructibles, enfin, construites à l'agriculture ou à la nature. Et donc, c'est une trajectoire pour 2050. Et là, elle fixe que pour les 10 prochaines années, on doit diviser par 2, à l'échelle de la région, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et donc, on n'est pas, bien évidemment, à étaler ou à faire de l'étalement urbain, à faire de la consommation foncière de grands terrains pour faire peu d'habitations. Parce que comme on a de moins en moins d'espace à artificialiser pour pouvoir faire des logements, on en a besoin malheureusement, ou heureusement, enfin on prendra comme on le veut, malheureusement pour la nature, mais heureusement pour nos habitants, on a intérêt à densifier et à faire des plus petits terrains et construire plus de logements sur les terrains, parce que sinon, au bout d'un moment, on n'aura pas assez de logements. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 58 000 logements non satisfaits, 58 000 demandes de logements non satisfaites sur la métropole lilloise. Et je ne parle que des logements conventionnés. Je ne parle même pas des logements privatifs de gens qui voudraient construire dans leur coin. Et donc, vous voyez bien qu'on a une demande extrêmement importante. Et aujourd'hui, les terrains sont... Et il y a un problème de micro quelque part. Et donc, il faudrait qu'il y ait de moins en moins, enfin, on aura de moins en moins de terrain et donc on sera obligé de faire de plus en plus lent. Alors, on peut le regretter, mais malheureusement, c'est le sens de l'histoire et c'est aussi la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre les gaz à effet de serre, la protection des terres agricoles. On voit bien que malheureusement, on a besoin de plus en plus de nourriture et donc voilà, et ça fait partie de l'évolution. Alors, après, de densifier en moyenne les terrains ne veut pas dire que tout va être dense. Il peut y avoir des endroits où c'est un peu plus desserré, sur lesquels il y a des terrains un peu plus grands avec du pavillonnaire, et d'autres où on a des collectifs un peu plus denses. C'est une moyenne, bien évidemment. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus de pavillons sur les terrains, mais peut-être que les terrains seront un peu plus petits, et donc pour avoir des pavillons peut-être moins attractifs, c'est possible. Mais on sera obligé de faire un peu plus de densité ailleurs pour pouvoir garder cette moyenne de densité. La moyenne de densité aujourd'hui de la métropole lilloise, elle doit être de 32 logements à l'hectare, plus comme ça, à peu près. Hein. Et donc l'idée, c'est de chaque fois qu'on a des lotissements à faire, d'être au-dessus de cette densité, ou en tout cas au-dessus de cette densité moyenne, de façon à garder une densité de 32 logements à l'hectare, qui est une densité importante, mais qui n'est pas une densité comment dirais-je, impossible, comment dirais-je, impossible à soutenir, parce qu'à Paris, ils sont bien plus élevés que ça. Il y a des secteurs où ils sont bien plus élevés que ça. Et c'est une moyenne. À Lille, ils sont bien plus élevés que 30 logements à l'hectare. Et à d'autres endroits, il y en a moins. C'est pour ça qu'on essaye de faire au minimum 30 logements à l'hectare. J'espère avoir répondu à votre question, mais on entend votre demande, malheureusement. Alors, il y aura sûrement des pavillons encore, mais moins qu'on en a connu. Qui me demande la parole? Pour lever la main, il faut, voilà, vous devez cliquer sur la petite main. Hein. Monsieur Chastan. Alors. Monsieur Chastan. Allez-y, débloquez si vous voulez, parce qu'il y en a deux là. On n'arrive pas à débloquer M. Chastan. On n'arrive pas à débloquer M. Chastan. C'est bon. Voilà, allez-y. Oui, bonsoir, Jean-Camille Chastan, Conseil de développement. Alors moi, je reviens en fait sur une problématique qui n'est pas, comment dirais-je, la seule problématique de la métropole de Lille, mais c'est sur les ambitions d'interdire les véhicules en ville, enfin de réduire sensiblement la circulation des véhicules en ville.
Je pense qu'une métropole a tout son attrait à partir du moment où elle attire du monde et ce droit à la mobilité doit exister pour tous les résidents de notre métropole. Il faut rappeler quand même que notre métropole a certainement un peu plus de la moitié, voire peut-être 60% de ses résidents qui sont en dehors du tissu urbain et qui ne peuvent se déplacer avec les transports en commun comme on le préconise. J'ai moi-même tenté l'expérience dans un atelier du conseil euh, en essayant de me rendre à mon bureau en utilisant les transports en commun. 1 heure et demie de trajet. 1 heure et demie de trajet, alors qu'en voiture, je mets 12 minutes. Donc, vous voyez, le constat est le suivant. Mais je reviens à mon propos concernant l'absence ou la diminution des flux de voitures en ville. On va pénaliser, je pense, économiquement le commerce lillois. Parce qu'en fait, on m'a déjà essayé de me démontrer qu'un cycliste consommait plus qu'un automobiliste. J'en suis pas tout à fait persuadé. De plus, aura également une incidence sur l'immobilier commercial. À partir du moment où les commerces vont quitter les centres de ville et je pense qu'on va faire perdre une attractivité à des villes, à des centres comme celui de Lille, pour des raisons que je comprends, hein, d'environnement, de tout ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Mais voilà un petit peu ma réflexion et je voudrais que vous me donniez votre avis. C'est une question qui est très intéressante ce que vous posez, parce que c'est une question qu'on se pose nous-mêmes. Euh, le commerce en centre-ville a repris, si je puis dire, un peu de poil de la bête avec le Covid. Pendant un moment, il y avait une baisse du commerce de centre-ville au profit de commerces périphériques, de grands centres commerciaux. Or, le Covid a ramené euh, un peu plus d'achats en centre-ville. D'ailleurs, pas trop au détriment du commerce de périphérie, d'ailleurs. Parce que quand on regarde les statistiques, on avait une réunion avec les grandes centrales d'achat métropolitaines, et on voyait qu'eux n'avaient pas beaucoup baissé, mais par contre, le commerce de centre-ville avait repris un peu de poil de la bête. Pourquoi? Parce que le confinement a fait que les gens se sont moins déplacés, ils ont été à un commerce de proximité et ont redécouvert un certain nombre de commerces de proximité. Donc, tant mieux, ça redonne un peu de vie à nos commerces. Alors, toute la réflexion, c'est est-ce que de limiter la voiture en ville, est-ce que ça va pénaliser nos commerces de proximité, de centre-ville et est-ce qu'on doit pour autant laisser cette voiture perdurer telle qu'elle est aujourd'hui? Alors c'est une question qui est compliquée, hein, parce que d'abord on n'a pas la solution, enfin on n'a pas, c'est difficile à évaluer, mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui le flux de véhicules euh, sclérose complètement les accès à la métropole lilloise. Le matin, vous avez des bouchons énormes sur l'autoroute A1, sur l'autoroute A27, l'autoroute A25, et on voit bien que l'entrée sur l'île est extrêmement importante. Or, on s'est aperçu, enfin, les modèles mathématiques nous indiquent que si vous baissez alors, de 5% ou 7%, je ne me souviens plus le chiffre exact, je posais la question ce matin à mes équipes, mais on n'avait pas le chiffre, parce que c'est la mobilité qui s'occupe de ça, la métropole, et pas l'urbanisme, mais en baissant de 7%, le flux de véhicules, on allégeait fortement les bouchons en entrée de ville. Parce qu'en fait, une fois qu'on dépasse le seuil d'acceptabilité, les bouchons explosent. Et donc, il faut être en dessous de ce seuil. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est pas de supprimer complètement la voiture pour l'instant, c'est de réduire la part de la voiture. Vous avez vu, hein, c'est de 55% à 40%, mais 40% d'ici 2035, hein, pas demain matin. C'est donc diminuer la part de la voiture individuelle au profit d'autres moyens de locomotion, des moyens plus doux qui sont les transports en commun. Et c'est pour ça que la MEL a un projet de 3 milliards d'euros de développement de transports en commun nouveaux, hein, le tram, la ligne de service de bus, et puis les bus complémentaires, parce que tout le monde parle que des 2 lignes de tramway, mais il y a toutes les lignes de bus complémentaires qui vont être développées dans ce cadre de ce plan bus. Les modes doux, la piste cyclable, 100 millions d'euros pour développer les pistes cyclables complémentaires, de façon à ce qu'il y ait des continuités cyclables pour que les gens puissent aller plus facilement en vélo de leur domicile au travail, etc.
Pourquoi on fait tout ça? C'est pas pour que vous qui habitiez je ne sais pas combien de kilomètres, vous mettez 12 minutes en voiture, vous preniez votre vélo et vous passiez 3 heures en vélo pour venir, mais pour que celui qui habite pas très loin de son boulot prenne pas sa voiture et libère la route pour que vous qui êtes plus loin puissiez peut-être venir en voiture parce que vous n'avez pas de transport en commun. Parce que il y a pas, vous voulez, c'est un équilibre dans tout ça. Il y a des gens qui sont dans la métropole lilloise qui prennent leur voiture alors qu'ils ont le transport commun à côté ou qui n'ont pas encore le transport commun à côté et qui pourraient les prendre devant. Et donc c'est tout l'enjeu, c'est d'essayer de ceux qui sont à côté des transports en commun les prennent pour que diminuer cette part de véhicules et que ceux qui ne peuvent pas continueront peut-être à prendre leur véhicule s'ils n'arrivent pas à avoir un transport en commun ou un vélo à côté de chez eux. Mais c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Alors vous allez me dire, est-ce que tout ça, ça va régler le problème du commerce? Difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui est bloqué le matin ou le soir ou le week-end, parce que j'ai déjà fait, moi j'habite N, donc je peux vous dire que pour venir à Lille un samedi après-midi à 17h, c'est même pas la peine d'essayer de rentrer dans Lille. Je ne vais pas faire mes courses à Lille, hein, parce que je ne peux pas rentrer en voiture de toute façon. Donc, et moi, je n'ai pas de transport en commun non plus. Donc de toute façon, je n'y vais pas. Donc si on ne gère pas ce problème de flux de véhicules, de toute façon, les commerces lillois ne marcheront pas. Donc il faut vraiment travailler sur un domaine global, et c'est un tout. Ce n'est pas seulement un problème de véhicules, c'est un problème de tout. Il faut qu'il y ait plusieurs moyens de transport. Et puis après, il y a le gaz à effet de serre, mais évidemment, quand on diminue les véhicules automobiles thermiques, eh ben, on améliore peut-être un peu les émissions de gaz à effet de serre, même si c'est sûr que ce ne sera pas significatif au niveau mondial, mais en tout cas, chacun y met un peu du sien. Alors, on sait bien qu'il y a des gens qui nous disent oui, mais on va être en véhicule électrique et donc du coup, on fera plus de gaz à effet de serre, mais il y aura toujours des bouchons. Et ça ne développera pas le commerce. Voilà en gros notre réflexion. Mais on n'a pas de baguette magique, hein. On est en train de réfléchir à tout ça pour essayer d'améliorer à la fois le commerce, à la fois la circulation, à la fois la liaison douce, à la fois le climat. C'est un équilibre, comme le disait Alice tout à l'heure, c'est un équilibre. On essaie d'équilibrer le tout pour que chacun y retrouve un peu du sien et qu'on satisfasse le maximum de besoins. Merci. Il y a une autre main qui est levée. C'est de nouveau Monsieur Zvinguedo. Monsieur Zvinguedo qui voulait peut-être répondre à ce que j'avais dit. Voilà, tout à fait, Monsieur le maire. Allez-y. Oui, je voulais juste conclure là-dessus. Aujourd'hui, pour les promoteurs, une maison de 80 mètres carrés, elle est proposée à 260 000, 280 000 euros. Donc, je trouve qu'on exclut de l'accession à la propriété des milliers de personnes. Et je trouve ça navrant. Voilà, c'est tout. Je constate qu'on exclut des personnes de l'accession à la propriété pour des sujets qui, à mon avis, ne sont pas primordiaux. Je pense qu'on pourrait consommer quelques hectares de terrain au niveau de l'agriculture et que tout irait toujours très bien. Et dernier point sur les champs captants, je n'ai pas participé au précédent thème, mais aujourd'hui, si je vais sur un parking d'hypermarché, je ne vois pas, il n'y a plus de traces d'huile laissées par les véhicules. Les véhicules aujourd'hui, du fait de leur modernisme, de leur renouvellement, ne polluent plus par des pertes d'huile. Alors pourquoi interdire sur des communes comme Sante ou Plan-en-Coine ou Wavrin de réaliser quelques lotissements à partir du moment où il y a l'imperméabilisation des sols et aujourd'hui on laisse les eaux pluviales pénétrer directement dans le sol? Pourquoi on ne laisse pas ces communes réaliser quelques lotissements? J'ai du mal à comprendre la logique à ce niveau-là, à partir du moment où les voitures ne polluent plus, et c'est la seule source de pollution sur un lotissement. Alors, deux réponses à vos questions. La première, c'est que dans l'accession, il n'y a pas que de l'accession libre. Il existe de l'accession sociale, il existe de différents types d'accession qui permettent à celui qui veut acquérir un logement, pas trop cher, d'avoir des possibilités d'accession quand il n'y a pas beaucoup de moyens. Ça s'appelle alors ça peut être du PSLA, ça peut être plein d'autres dispositifs qui permettent à des acquéreurs avec peu de moyens d'acheter des logements. Alors certes, ce ne sera pas des pavillons sur 1000 m², je le reconnais, mais en tout cas, il peut acquérir et ça fait partie du parcours résidentiel parce que ces personnes qui ont acheté un logement en accession sociale propriété, au bout d'un certain temps, on les revend, se font un apport et peuvent aller acheter une maison plus grande, etc., etc. Et ça s'appelle le parcours résidentiel. Le gros problème que nous avons sur les logements, c'est qu'en fait, on a un vieillissement de la population dans un certain nombre de pavillons où des gens avaient des enfants, avaient construit une maison sur un terrain moyen, enfin pas forcément un très grand terrain, mais un terrain moyen. Ils étaient avec 2, 3 enfants. Donc 5 personnes dans le logement, les enfants se sont mariés, ils sont partis, ou ils ont parti vivre leur vie ailleurs,
parce qu'on a un solde migratoire négatif dans la métropole lilloise, un solde naturel positif, mais un solde migratoire négatif dans la métropole. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de jeunes qui partent à l'extérieur, des gens qui ont fait leurs études quelquefois à Lille et qui vont après à l'extérieur trouver du boulot. Et donc ces logements sont avec peu de personnes dedans, avec les deux parents qui restent. Et donc on a aujourd'hui des sous-occupations de logements importants. Et donc ce n'est pas des pavillons qui manquent. C'est plutôt des logements plus petits, adaptés à ces personnes qui ont aujourd'hui une grande maison avec un grand jardin qui savent quelquefois plus bien entretenir parce qu'ils n'ont plus forcément la force pour le faire et pour lequel ils aimeraient peut-être avoir un logement plus petit ou avoir un appartement de standing ou un appartement plus adapté à ce qu'ils cherchent. Voilà. Et c'est aussi ça la réflexion sur le logement, et notamment le plan local de l'habitat. C'est essayer de réfléchir à ce que l'offre de logement soit cohérente avec l'évolution de la société et avec la demande des habitants. Parce que ce n'est pas seulement la demande des habitants, parce que la demande d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de dans 10 ans. On voit bien que avec le vieillissement de la population, comment dire, l'évolution sociétale fait qu'on n'aura peut-être plus besoin de grands logements, on aura peut-être besoin des plus petits logements, on aura peut-être besoin des logements plus de type collectif, parce que les gens ne voudront plus avoir d'espace. J'en sais rien, j'extrapole, mais en tout cas, c'est une réflexion de long terme, et c'est tout l'enjeu du PLH 3 qu'on va voter d'ailleurs dans quelques semaines, même pas dans 15 jours, ici à la métropole lilloise. Donc une réflexion globale qui va fixer les grands enjeux pour les 6 prochaines années. Et le PLU, lui, doit aller plus loin pour les années suivantes encore. Mais on n'a pas toutes les réponses, hein, malheureusement, on n'a pas toutes les réponses. Sur un deuxième sujet que vous aviez évoqué, c'était les parkings de grande surface et les gardiennes de l'eau. Alors, les gardiennes de l'eau, il y a deux sujets. Il y a le sujet réglementaire. Le préfet a pris des dispositions interdisant la construction sur les zones et l'extension urbaine sur les zones agricoles et naturelles parce que ces zones sont protégées pour la recharge de la nappe phréatique. Voilà, des nappes phréatiques, puisque je l'ai dit, il y a 2 nappes phréatiques qui sont concernées avec ces zones-là. Une qui concerne la métropole lilloise et une autre qui concerne une communauté de communes qui est dans le Pas-de-Calais. Donc, ces zones sont protégées par le préfet. Donc, c'est la première raison pour laquelle on ne peut pas construire, parce qu'elles sont protégées. Et la deuxième, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons un peu. Vous n'étiez peut-être pas là à ce moment-là, mais Alice a présenté une diapo où on voit bien que la production d'eau métropolitaine se réduit chaque année alors que la consommation augmente. Et la consommation augmente parce que quand on a des terrains agricoles, il faut les arroser. Lorsqu'on a des habitants en plus, il faut les alimenter. Et pourtant, je peux vous dire qu'on a fait d'énormes efforts sur les pertes d'eau, sur ce qu'on appelle les fuites. Moi, j'ai été vice-président à l'eau en 2000. La première chose que j'ai faite, j'ai fait un état des lieux de ce qu'on appelle du rendement de l'eau. C'est-à-dire qu'on regardait entre ce qu'on puisait et ce qu'on livrait, combien il y avait. On était à 74% à l'époque. Hein, et donc, moi, j'ai tapé sur la table auprès de la société des Nord, c'était elle qui à l'époque gérait, de façon à ce qu'elle fasse un plan pour rénover. Pendant 20 ans, alors, la société des Nord, puis maintenant ILEO, travaille avec mes successeurs, parce que je n'ai pas été tout seul à faire tout ça, hein. On a eu plusieurs vice-présidents, et maintenant on est à 83 ou 84%, on a gagné 10%. Et pourtant, malheureusement, il manque toujours de l'eau, puisqu'on en achète toujours à l'extérieur, et de plus en plus. Et donc, à un moment donné, malheureusement, à l'extérieur, ils n'auront plus d'eau non plus, parce qu'il manque de l'eau un peu partout. Il suffit d'écouter la télévision pour s'en rendre compte, puisque dans un certain nombre de départements, il y a des arrêtés du préfet sur la sécheresse. C'est le cas d'ailleurs du Nord-Pas-de-Calais, puisque le préfet a fait des arrêtés sécheresse malgré la pluie. Donc, on voit bien qu'on ne recharge plus assez la nappe phréatique. Et donc, plus on va urbaniser et plus on va imperméabiliser, moins elle se chargera. C'est pour ça tout maintenant qu'on interdit les extensions urbaines sur ces secteurs. Ça pose des problèmes aux maires, hein, je le sais. Hein. Je passe mon temps à essayer de trouver des solutions avec eux. Hein. C'est mon boulot, j'allais dire, quotidien. Mais ils ont tous compris que c'était vraiment... C'est vraiment une solidarité vis-à-vis de l'ensemble de la métropole lilloise. C'est 29 communes qui sont là, enfin 26 pour la métropole lilloise, sont les pourvoyeurs d'eau de la totalité de la Belle. C'est vrai. Mais comme d'autres, le traitement des déchets et d'autres font autre chose. Hein. Enfin, voilà. Alors, Oui.
Si j'ai encore la main, Allez-y, allez-y. je parle plus à l'élu, puisque je crois que vous avez été député, je ne sais pas si vous l'êtes encore aujourd'hui, Non, non, je ne suis plus depuis 3 ans. mais vous avez été député. Moi, il y a Oui. une question, là je parle à l'ensemble des intervenants. En tant que citoyen, je me pose la question de savoir pourquoi nous n'essayons pas de développer des usines de désalinisation. Nous sommes quand même à Lille, à 80 km de la mer, hein, je crois qu'on est à 80 km de Dunkerque. Pourquoi nous n'avons pas des interventions sur ce sujet-là? Peut-être pour faire des expériences, je ne dis pas que c'est réalisable, mais pourquoi nous n'essayons pas de créer des usines de désalinisation, ce qui réglerait pour partie le problème du manque d'eau? C'est tout à fait. C'est l'avis de l'homme d'État auquel je m'adresse. Qu'en pensez-vous? Non, non, mais c'est tout à fait réalisable, d'autant que c'est déjà réalisé, puisque dans un certain nombre de dom-toms, ça existe déjà. Donc, il y a des usines de désalinisation qui existent. L'eau est pas tout à fait la même, enfin, elle est pas tout à fait le même goût, il faut se le dire. Mais ça existe déjà. Alors pourquoi on ne le fait pas en France métropolitaine? Peut-être que ça existe, hein, j'en sais rien, je ne vais pas regarder en France métropolitaine, mais je sais que ça se fait dans les dom-toms, et ça se fait dans les pays étrangers, et en plus, c'est les Français qui les contrôlent. Donc, C'est bien. on a le savoir-faire. Je suis ingénieur chimiste de formation, pour vous dire que je connais le sujet un peu. Oui, oui, très bien. Y a-t-il d'autres questions? Ah, Daniel Pigeux, c'est ça? Oui. Attendez, on va débloquer parce que il faut qu'il débloque son micro. Il faut que vous débloquiez votre micro. Je ne sais pas qui a demandé, monsieur Vigeux. Voilà, Voilà, on vous entend. c'est bon. Je reviendrai donc sur la question de l'eau, là. Bon, j'ai vu qu'il était question de pouvoir infiltrer l'eau au niveau des routes et des parkings, du fait que ces routes et parkings seraient plus imperméables. C'est peut-être une bonne chose, mais c'est certainement pas une bonne chose dans les zones AAC, et en particulier dans les zones AAC1. Et au plus 2 actuellement, il est demandé de séparer, donc de laisser bien sûr les eaux des toitures s'infiltrer, mais par contre dans les zones AAC1, avant de les infiltrer dans le sol, il faut en contrôler donc la qualité. Je ne pense pas qu'il est souhaitable dans ces zones AAC1 en particulier de modifier donc cette réglementation. Il faut, avant l'infiltration, être sûr que l'eau soit vraiment de qualité, aussi bien sur les parkings que sur les routes. Voilà ce que j'avais à dire. Et il m'a semblé que dans la dernière partie, on disait plutôt qu'il fallait supprimer le macadam, ce que j'ai vu, et infiltrer l'eau aussi des parkings. Ça peut être une bonne chose, mais pas n'importe où. Et je pense qu'il n'y a pas simplement que le problème des huiles de voiture, il y a tout ce que la voiture peut relarguer au niveau aussi bien de son stationnement au moment que ça roule. Voilà ce que j'avais à dire au niveau de l'eau. Hein. Oui, alors ce que vous dites, enfin ce que vous mentionnez, c'est le retour de la synthèse des concertations. Donc c'est ce qui est remonté de la concertation. On n'a pas dit que la MEL allait rendre toutes les rues perméables, hein, et tout macadam perméable, mais c'est ce qui est remonté, c'était la synthèse de la concertation. Après, il y a peut-être des endroits où ça pourra se faire, d'autres ça ne pourra pas se faire, mais j'avoue qu'on n'a pas la réponse là aujourd'hui, parce que vous avez raison. Il faut faire attention à la filtration d'eau, il ne faut pas que ça vienne polluer la nappe phréatique, parce que là, on aurait tout gagné. Parce que non seulement on n'aurait pas assez d'eau, mais en plus, ça serait pollué. Donc, bien évidemment, il faut faire attention à ça. Alors, je ne sais pas la manière où c'était présenté de manière synthétique, et donc je ne sais pas comment ça a été présenté par celui qui l'a fait remonter. Est-ce qu'il a évoqué l'endroit où ça pourrait se faire et la manière dont ça pourrait se faire? Bon, voilà, mais ce sont des propositions d'intervenants comme vous qu'on a repris pour simplement indiquer qu'il y avait été dit ça. J'entends que vous dites qu'il faut faire attention, on va en tenir compte, c'est une bonne remarque. Bien sûr, il ne faut pas revenir sur la réglementation qui a été établie dans le plus 2 au niveau des zones AAC.
surtout AAC1, puisque ce sont les plus Bien sûr, vulnérables. c'est un en particulier. C'est pas Christophe Gras qui me dira l'inverse, parce que je vois qu'il est dans le tableau des intervenants, qui est un élu d'Annelin, très impliqué dans les gardiennes de l'eau. Y a-t-il d'autres questions ou d'interventions, de préconisations, de contributions? Écoutez, je pense qu'a priori, on a fait le tour. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous remercie de votre participation. On va vous repasser peut-être la diapo pour vous rappeler l'adresse mail. Vous pouvez... Ça marche pas? C'est ça. Voilà. Donc, vous allez avoir l'adresse mail qui va réapparaître. Donc, plu.lillemétropole.fr. Donc, si vous avez des contributions complémentaires que vous n'avez pas pu faire aujourd'hui, vous n'avez pas pensé faire aujourd'hui, ou pour lesquelles vous n'aviez pas le temps de faire aujourd'hui, n'hésitez pas. Vous avez jusqu'à l'automne pour continuer à faire des contributions. Ça alimente, ça enrichit notre réflexion. C'est pas parce que vous faites une contribution qu'elle sera forcément reprise telle qu'elle, mais elle enrichit notre contribution et notre réflexion et elle permet parfois de contrebalancer d'autres propositions et donc de nous faire réfléchir à peut-être un moyen terme ou à nous ouvrir l'esprit sur des choses qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on n'a pas la science infuse et peut-être que vous avez une meilleure connaissance du sujet que nous. Voilà, en tout cas, merci de votre participation. Pardon, peut-être pour préciser, vous avez re-eu là dans le chat aussi, vous recevrez par mail un questionnaire qui reprend voilà, les grandes questions, les grands sujets aussi pour vous aider à contribuer si vous le souhaitez. Et aussi, ça a été remis dans le chat, la présentation qui vous a été faite ce soir, elle sera disponible dès demain sur le site internet si vous souhaitez la reconsulter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à rajouter? Bon, eh bien écoutez, merci de votre participation, bonne soirée. Bonne soirée.